Donc ici, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un talk que j'ai préparé pour, l'événement annuel de la boîte dans laquelle je travaille, qui a lieu, ici, début novembre. Donc, j'ai déjà préparé le truc et je me suis dit que ce serait pour moi une bonne occasion de répéter. Ce truc est à la base écrit comme un talk, pour une conférence, mais on va un peu adapter le format, ici en live. J'ai écrit les slides en anglais parce que la conférence, elle est en anglais, mais je vais faire ici le talk en français, donc, ce sera traduit en live. S'il y a des trucs, sur lesquels je trébuche, c'est normal. Ça Hem marche. donc ici, juste pour donner un petit peu de contexte, Odoo, c'est une boîte qui, produit un logiciel, qui s'appelle aussi Odoo, qui est un ERP, c'est-à-dire un logiciel de gestion d'entreprise. Donc ça fait plein de trucs, notamment, la gestion de stock, la gestion de factures. On a un éditeur de site web, c'est vraiment une espèce de système, d'operating system pour gérer une boîte de A à Z. Et dans ce contexte-là, on a écrit notre propre librairie, de composants qui est en gros, une espèce d'alter ego de React. C'est un truc qui a été fort inspiré par React et par Vue, et ici dans ce talk, je vais expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de ne pas utiliser React justement, et d'écrire notre propre truc. Donc voilà. Hem, donc je me présente en 3 mots, moi c'est Sam, je travaille chez Odoo depuis, 2019 et je travaille dans l'équipe framework JavaScript depuis 2020 et depuis 2021, donc ça fait environ 2 ans, je suis l'un des développeurs principaux et maintainers de All qui est, comme je le disais, notre librairie de composants. Donc bon, mon PC lag, donc si je passe d'un slide à l'autre, c'est Heu, normal. du coup, au-delà de librairie de composants, c'est même carrément un framework? Est-ce qu'on peut l'appeler framework? Bah, si tu appelles React un framework, oui, c'est un framework. C'est en D'accord, ouais. gros une un clone de React, si on veut. Mais Ouais, on y OK. arrive. Qu'est-ce que c'est que All? All, c'est une bibliothèque UI qui est orientée composants. Heu, Comme React, elle est déclarative, c'est-à-dire qu'on va décrire ce à quoi on veut que l'interface ressemble et la librairie va s'occuper, de s'assurer que l'état interne en mémoire est toujours cohérent avec l'état qui est présenté à l'utilisateur et à ce niveau-là, c'est très similaire à React. C'est une librairie qui est basée sur les classes. Dans l'univers React, les classes, ça fait des années que c'est plus vraiment au goût du jour. C'est toujours supporté en arrière-plan. Pendant les premières années de son existence, il y avait que ça. Mais ici, récemment, l'écosystème a quand même, vachement avancé et maintenant, à peu près toutes les ressources, toutes les librairies que vous allez trouver, qui se mettent par-dessus React sont principalement axées sur, les composants, fonctions. Et je vais expliquer pourquoi on a décidé de ne pas partir dans cette direction-là. Hem Et c'est une librairie qui utilise des templates XML. Donc, React, il n'y a pas vraiment de template. Vous écrivez en général avec du JSX, mais le JSX, c'est jamais qu'une extension de syntaxe par-dessus JavaScript. Et puis, vous compilez ça et vous vous retrouvez avec du JavaScript. Et ça aussi, c'est une différence qui est importante. Et dans le courant de ce talk, je vais revenir au pourquoi on a décidé de partir dans cette direction-là. Donc ici, ce que vous voyez à droite, c'est un bête exemple d'un composant all. Si vous avez fait un peu de React et surtout si vous avez travaillé avec des composants de type classe, ça doit vous sembler relativement familier. Ici, on a juste une classe qui étend la classe de base qui est component. Le template, c'est une propriété statique, qui est donc simplement on a un template littéral qui est tagué avec XML et dedans on a du XML. Et alors, on a une fonction setup qui est l'équivalent de constructeur dans React. On a décidé de ne pas utiliser le constructeur pour des raisons techniques, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus dans ce talk. Mais si vous voulez, on peut éventuellement en toucher un mot après. Donc, le titre de ce talk, c'est Mieux que React, pourquoi est-ce qu'on a construit notre propre bibliothèque de composants. Et en lisant ce titre, peut-être que certains pourraient penser que j'aime pas React, mais en fait, c'est pas vrai du tout. J'adore React. Je pense qu'il y a plein de bonnes raisons d'aimer React. Hem, une des raisons principales d'aimer React, quand on travaille dans l'industrie, c'est que c'est super facile d'engager des gens pour travailler avec React. Tout le monde connaît déjà React dans les développeurs front-end, même les gens qui ne le connaissent pas en ont déjà entendu parler. En général, les gens savent lire des composants React sans trop de problèmes. Et même si pour les gens qui ne connaissent pas, il y a une quantité énorme de ressources pour apprendre à travailler avec React sur le net. Et donc, du coup, c'est très facile, quand il y a des gens qui débarquent dans une équipe, de les upskiller sur React et de faire en sorte qu'ils soient rapidement productifs. Un autre truc qui est super cool avec React, c'est le modèle mental. Je pense qu'ici, maintenant, ça fait un peu des années où React c'est devenu tellement standard qu'on ne se pose même plus la question. Mais le web d'avant React, c'était un enfer. Vous aviez
de l'état que vous deviez synchroniser manuellement avec l'état de la page web et dans plein de situations, on se retrouvait avec, de l'état qui était pas cohérent, avec, des crashs parce que potentiellement il y a un bouton qui est encore là et il essaye de faire un truc avec de l'état qui existe plus, ce genre de truc. Et donc du coup le modèle mental c'est hyper le modèle mental de React est hyper puissant. Ça rend beaucoup, beaucoup plus facile le fait de réfléchir à propos de l'état de votre application et c'est quelque chose qu'on a essayé de vachement reproduire dans All et donc en fait à ce niveau-là, c'est très semblable. Et l'autre énorme point fort de React, c'est l'écosystème. Il y a des tonnes et des tonnes de librairies et de packages additionnels qui existent, qui ont été écrits soit par des boîtes, soit par la communauté. Il y a des frameworks et des méta-frameworks comme Nuxt ou Astro ou des librairies de gestion d'état, etc., qui se basent sur React. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Mais du coup, si React, c'est aussi cool, pourquoi est-ce qu'on a décidé de réinventer la roue? Je me pose la question depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Voilà. Donc ceci, c'est un pneu standard, un pneu Michelin. Si vous avez une bagnole, c'est le type de pneu que vous avez et dans le cadre de Stalk, en fait, je vais établir une comparaison et dans le cadre de cette comparaison, ce pneu, c'est React. Alors ici, on va un peu passer du coq à l'âne, et on va aller essayer d'aller rouler sur Mars. Ceci, c'est Mars. Comme vous le voyez, Mars est un peu, perdu au milieu de l'espace et il y a un léger problème avec le fait d'être perdu au milieu de l'espace, c'est que, bah, il fait froid. La température moyenne à la surface de Mars, ça va entre 20 °C et -150 °C et si vous prenez un pneu comme ça et que vous l'amenez à -150 °C, vous vous retrouvez à peu près avec ouf, bon, ouais, j'ai passé le slide. J'ai loupé mon effet. Avec ça, parce que forcément, à des températures aussi basses, les pneus qui sont gonflés avec de l'air, ça marche pas trop. Et du coup, l'analogie avec ça, je vais y venir, c'est que dans Odoo, on a, plein de modules. Hem, Comme je disais, Odoo, c'est un ERP, donc par exemple, on a un module qui permet de faire des ventes, créer des factures et cetera. Et ici, je vais partir d'un exemple ultra simpliste, mais en fait, c'est applicable de manière très, très large dans tout ce qu'on fait. Donc ici, on a le module de vente et j'ai écrit un super simple, composant React à droite, c'est un composant fonction. Qui rend un bouton et quand on clique dessus, ça va, créer une commande. Et alors, comme je le disais, Odoo, c'est un ERP, donc du coup, on veut gérer un peu tous les aspects du business, et on veut faire ça de manière un peu indépendante. Et donc, on a aussi un module qui permet de faire de la gestion de stock. Et si jamais vous avez déjà le module vente et que vous installez le module gestion de stock, on a envie de modifier le comportement du bouton original pour vérifier si le produit que vous essayez de commander, il est toujours en stock. Donc ici, on veut modifier le comportement pour que quand vous cliquez sur le bouton, on va vérifier si le produit est en stock. S'il n'est pas en stock, on va afficher une alerte ou un truc du genre pour dire que le produit n'est pas en stock. Et sinon, on veut quand même placer la commande. Mais on n'a pas envie de réécrire tout le code qui gère les commandes parce que ce code, il est déjà tout à fait écrit correctement dans le module qui permet de faire les ventes. Et donc, du coup, on veut déléguer vers le code qui a déjà été écrit. Et donc ça, c'est un des aspects qui est hyper fondamental dans Odoo, c'est la modularité. On veut avoir des modules qui s'intègrent bien les uns avec les autres, qui peuvent réutiliser le code les uns des autres et surtout s'appuyer les uns sur les autres, pour être bien intégrés. Et alors ici, comme je disais, on a un problème, mais dans Odoo, pour nous permettre d'avoir cette modularité, on a ce qu'on appelle le système de patch. Pour, les gens qui connaissent un peu la terminologie, techniquement, on appelle ça un monkey patch. On va aller modifier le comportement de l'objet existant en place pour qu'il se comporte différemment. Et notre système de patch, ce qui nous permet de faire, c'est, de prendre un objet ou une classe et d'aller modifier, des champs ou des méthodes sur cet objet ou cette classe. Maintenant, ici, on a un problème, c'est que ça ne nous aide pas vraiment avec un composant qui est une fonction, parce que modifier le comportement d'une fonction depuis l'extérieur, en JavaScript, c'est pas vraiment possible, en tout cas pas au runtime, et le faire à la compilation, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc voilà, ça c'est un peu l'équivalent de notre pneu dégonflé. Mais il y a quand même une solution, c'est qu'on pourrait utiliser des composants classes. Et donc du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai réécrit le composant en haut à droite, que j'avais écrit à la base avec une fonction, je l'ai réécrit sous le forme d'un composant classe dans React et j'ai juste extrait la méthode le handler onClick dans une méthode. Et alors, ici, il y a la méthode render, qui fait exactement en gros ce qu'on faisait avant. Et le bout du code en bas, c'est ce qu'on va écrire dans le module gestion de stock. On va faire un monkey patch et on va aller modifier sur le prototype la méthode onClick pour modifier son comportement. Donc on va vérifier la quantité. Si la quantité c'est 0, on montre une alerte et on fait rien. Et sinon, dans le système de patch, ça fonctionne exactement comme une extension de classe. On peut juste appeler super point le nom de la méthode et déléguer au code existant. L Et donc,
Du coup, là, j'ai une Pardon, vas-y. question. Non, t'inquiète, aucun problème. Là, ton patch, c'est un truc qui vient de Hall, du coup, de Odoo et tu sais, il y a des trucs que tu as pas trop montré dans le code, j'imagine, pour simplifier. Mais est-ce que ça renvoie, du coup, un nouveau composant avec cette méthode qui serait surchargée ou overridée? Ou est-ce que, ça modifie carrément le comportement originel du bouton? Donc il y a un peu de système. Maintenant, si on voulait juste faire une extension, on pourrait juste utiliser, class myClass extends order button et on fait ça dans plein de situations. Maintenant, dans Odoo, ce qu'on veut, c'est modifier les flux existants et donc du coup, dans ce cadre-ci, on le fait in place et la fonction de patch, en fait, ce qu'elle renvoie, c'est une fonction qui permet de dépatcher si pour une raison ou une autre ou par exemple dans les tests, on veut faire un flux sans avoir ce patch qui est actif, on peut dépatcher ce truc au OK, runtime. c'est hyper clair. Et donc, ça correspond un peu à utiliser, des pneus en caoutchouc sans air. Donc là, on utilise toujours React, mais on n'utilise plus React dans sa forme habituelle et par exemple, si tu te pointes à un garage avec des pneus comme ça, les mécanos, ils vont te regarder bizarrement et c'est un peu le même problème, que ça aurait posé d'utiliser des composants classe React dans Odoo. C'est que les gens, ils vont tomber sur des problèmes, ils vont chercher des solutions en ligne, et ils vont rien trouver qui répond à leurs problèmes avec leurs composants classe parce qu'en fait, tout est écrit, avec des composants fonctions. Et puis l'autre problème, c'est que forcément, les gens, ils vont commencer à écrire leur code, ils vont se retrouver à vouloir écrire des composants fonctions. Et puis après, nous ou les membres de la communauté qui plus tard voudront faire des customisations pour modifier le comportement, ils ne sauront pas. Ok. Donc ça, c'est une photo de la surface de Mars. Les pneus en caoutchouc là-dessus, vous pouvez vous douter que ça marche moyen. Et du coup, on va arriver à ça. Dans le module gestion de stock ici, on a fait un truc un peu débile. Quand l'utilisateur clique sur le bouton, on affiche une alerte pour lui dire que le truc n'est pas en stock. D'un point de vue, design, d'expérience utilisateur, c'est un peu débile. Il y a pas de raison de laisser l'utilisateur cliquer sur le bouton si de toute façon ça va rien faire. Donc ce qu'on aimerait bien faire à la place, c'est désactiver le bouton. Donc ici, ce qu'on peut faire dans React, c'est on peut overrider la méthode render. On va récupérer ce qui est renvoyé par la méthode render originale et puis on va le cloner et overrider les props. Donc la raison pour laquelle on ne peut pas juste modifier les props in place, c'est que le JSX que vous voyez ici, ça renvoie des composants React, des éléments React, React Elements, et ces trucs-là, ils sont freezés, ils sont immutables. Si vous essayez de modifier des trucs, React vous crache dessus. Euh, donc ici, ce qu'on doit faire, c'est le cloner et on va obtenir une version équivalente à ce qu'il y avait avant, mais avec des trucs modifiés. Et alors, si vous allez voir dans la doc React, react.cloneElement, souvent quand vous voyez des fonctions dans la doc React, la doc est claire, il vous explique un peu comment faire, comment bien s'en servir, et cetera. Pour cette fonctionnalité-là, pour react.cloneElement, la doc elle a pas un, mais 2 warnings différents pour vous dire: «Tu es en train de faire de la merde». Et donc du coup, ça semble être une mauvaise idée, et ça, c'est un peu l'équivalent du terrain sur Mars qui est, complètement plein de grosses pierres pointues et sur lequel on n'a pas du tout envie de rouler avec des pneus en caoutchouc. Et donc du coup, nous, ce qu'on a décidé, c'est on a une solution à ça, et une solution qui existe dans Odoo depuis toujours. Donc Odoo, c'est un ERP, mais c'est aussi un framework web. Et Odoo fait pour certaines choses, notamment, pour le site web, pour des raisons d'optimisation, avec les moteurs de recherche, on fait du rendu côté serveur et dans ce genre de situation, on a aussi besoin que les modules puissent s'intégrer les uns avec les autres et aller modifier le contenu qui est rendu par du code qui a été écrit dans un autre module. Donc, par exemple, le module e-commerce, bah, il a envie de, ou à l'inverse, disons, le module gestion de stock, il a envie d'aller modifier ce qui est rendu par le module e-commerce pour afficher dans l'e-commerce si les produits sont en stock ou pas. Et pour ça, on a un système qu'on appelle l'héritage de template. C'est on va aller modifier de la même manière qu'on peut monkey patcher du code avec patch, on peut aussi monkey patcher des templates, mais il y a un énorme avantage, c'est que le XML, c'est une fois qu'il est parsé, c'est déjà une forme qui est facile à manipuler. Si vous vous rappelez, avant l'ère de React et aussi en fait même maintenant quand vous faites du JavaScript vanilla, c'est super facile de prendre un document XML ou HTML, de chercher des éléments dans ce document et puis d'aller rajouter des attributs, modifier des attributs, et cetera. Et donc du coup, nous, on a implémenté ce genre de système et de manière déclarative. Donc ici, le truc que j'ai entouré en bleu, c'est un nœud XPath et ce nœud XPath, il contient une description d'un nœud qu'on va vouloir aller modifier dans un autre template. Donc ici, comme tout à l'heure, en haut, j'ai le template du composant order button que j'ai simplement transposé dans un fichier XML.
Et en dessous, je vais avoir le code de gestion de stock qui va aller modifier le comportement, de ce template et donc du coup, ici, on a inherit ID qui va pointer vers ce template et dire: «Je veux aller modifier quelque chose là-dedans». Et alors ce nœud XPath, il prend une expression et l'expression, c'est un XPath XML, sans grande surprise et un XPath XML, en fait, c'est hyper similaire à un sélecteur CSS pour les gens qui connaissent. C'est juste une description de comment trouver un élément dans le document et ici, on a slash slash button, ça veut juste dire on cherche dans le document tous les boutons et en fait, dans notre cas, on prend que le premier. Et alors, sur ce nœud, on a un attribut supplémentaire qui va dire un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Ici, j'ai mis position attributes parce que j'aimerais bien d'aller rajouter l'attribut désactivé avec une valeur spécifique. Et ici, la valeur, c'est une expression. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu mon slide. Donc la valeur, c'est une expression JavaScript qui va être évaluée lors du rendu du template. Et donc, du coup, le bouton sera désactivé quand la quantité dans le stock, c'est 0. Et sinon, le bouton ne sera pas désactivé. Et donc du coup, ce système, il est hyper flexible parce qu'il permet de trouver, des éléments dans les documents et de les modifier. Ici, j'ai modifié un attribut, mais en fait, on a, différentes valeurs possibles pour la position et il y a moyen d'aller rajouter des éléments ou enlever des éléments, et comme notre système de templating, il est basé sur les XML, en fait, c'est aussi possible de modifier, le la logique du template, c'est-à-dire, si vous avez du rendu conditionnel, en fait, chez nous, le rendu conditionnel, c'est, géré via un attribut TIF et donc du coup, vous pouvez aller rajouter un TIF ou modifier la condition dans un TIF et juste complètement, a posteriori, décider, on veut modifier le template et donc du coup, pour les gens qui connaissent un peu, comment ça marche les macros dans différents langages de programmation, il y a des macros comme, le C où c'est simplement l'équivalent, d'un rechercher-remplacer. Et puis il y a des langages comme Rust où vous avez des macros qui vous permettent de manipuler l'AST. Et en fait, ceci, c'est très similaire à des macros qui permettent de manipuler l'AST parce qu'en fait, on a décidé d'avoir une représentation de notre template qui nous donne un AST gratuitement. L'autre truc qui est intéressant à noter, c'est que tout à l'heure, quand j'overridais la méthode render dans le composant React, ici, j'avais qu'un seul élément et donc du coup, c'était facile, mais vous pouvez imaginer que si vous avez des composants qui vous rendent tout un arbre avec plein d'éléments React et que vous voulez en modifier un qui se trouve en profondeur dans cet arbre, bah, ça pose problème parce que comme ils sont tous immutables, vous devez cloner tous les éléments intermédiaires. Donc vous allez devoir avoir un appel à react.cloneElement pour chaque élément intermédiaire jusqu'à arriver à l'endroit que vous voulez modifier. Alors que ici, pas du tout, je peux trouver un élément n'importe où dans mon template et le modifier comme je veux. Et l'autre avantage, c'est que, dans React, si on override la méthode render, cette méthode render, elle est appelée à chaque rendu. Ici, en fait, ce truc-là, on va l'appliquer comme phase de pré-processing et en fait, on applique ça même carrément côté serveur avant que All voit le template et donc du coup, on crée un template calculé à la volée côté serveur et puis du point de vue de All, en fait, il a aucune idée que le template n'avait à l'origine pas du tout cette forme-là. Et donc du coup, c'est un peu ça qui, nous oriente vers des templates XML. Le XML, c'est facile à modifier programmatiquement et le fait de modifier des templates programmatiquement, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, dans notre écosystème. Ça répond Heu, directement à la question de Joris qui disait: «Pourquoi utiliser des XML templates?» du coup, en fait, ouais, voilà. c'est ça. Et donc du coup, on est passé de ces espèces de pneus en caoutchouc sans air à des pneus en métal sans air. On a changé la matière dont les templates sont construits. En React, les templates, ils sont construits en JSX, qui est jamais qu'une variante de JavaScript. Et ici, nous, comme on a décidé d'utiliser une autre matière, ben, ça nous permet d'avoir des caractéristiques différentes et ça réagit pas du tout de la même manière au terrain. Et c'est probablement quand même vachement plus solide quand vous devez rouler sur un terrain comme Mars. Bon après, quand vous avez des pneus comme ça, et que le terrain de Mars c'est ça, au bout de 2 3 ans, vos pneus qui à la base étaient comme ça, finissent quand même par ressembler à ça. Donc on a quand même un problème, et je vais vous exposer un peu maintenant le problème que c'est. Le problème avec le rover Curiosity qui est sur Mars, c'est qu'il est dans l'espace, il y a personne qui peut aller lui changer ses pneus. Et je vais arriver à la problématique correspondante dans notre cas. Donc ce que vous voyez ici sur ce slide-ci, c'est ce que chez nous on appelle une vue forme. C'est une de nos vues très basiques qui est utilisée pour afficher tous les records business que vous pouvez avoir pour gérer une entreprise. Donc, par exemple, une facture, ça peut être une tâche dans un projet. Dans ce cas-ci, on a décidé d'écrire un module custom pour notre tutoriel et c'est une application qui permet de gérer de la vente de t-shirts. Donc, ici, en fait, ça représente une commande de t-shirt et il y a différentes choses dessus. Et pour afficher cette interface, depuis des années, on a un autre langage qui est aussi basé sur le XML, qui permet de décrire une interface de manière très, très simple. Et
ce langage, il est déclaratif, mais il est censé être beaucoup, beaucoup plus simple que du HTML ou même des composants, parce qu'on veut que ce langage puisse être lu et potentiellement écrit par des gens qui ne sont pas développeurs et à la limite même des gens qui ne sont pas techniques. Ici, si vous lisez un peu le contenu du volet de droite, c'est quand même pas très, très compliqué. Il y a pas grand-chose, en fait. Vous voyez qu'il y a une série de tags field, ils ont un nom et en fait, ceci, ça correspond à un champ sur un modèle et le nom du champ correspondant. Et ce qu'on veut aussi, c'est que, les tout ce qui est visuel soit géré automatiquement par notre système. On veut que, une vue forme d'un certain modèle, ça ait la même gueule, grosso merdo, qu'une vue forme d'un autre modèle, histoire que le logiciel soit un minimum cohérent, que les gens puissent prendre des habitudes et qu'ils s'y retrouvent d'un modèle à l'autre. Donc ici, vous voyez que j'ai une description d'un champ. Le nom, c'est customer ID. Et alors ici, le truc est suffixé par ID et comme vous pouvez vous en douter peut-être, ceci, en fait, ça représente l'idée d'un client dans la base de données. Mais si vous regardez dans la vue, en fait, ce truc est rendu comme le nom du client. Et donc ça, c'est géré automatiquement par notre système. En fonction du type de champ, on va l'afficher différemment, et il n'y a pas besoin de s'en inquiéter lors de l'écriture, de la représentation de la vue. Ici, il y a un autre exemple, c'est qu'on a le field name amount, ça c'est le prix de la commande. Et ici, le nombre, il est formaté avec des décimales parce que dans le cadre d'une commande, ça a du sens que le t-shirt, potentiellement, il coûte pas un prix rond. Mais par contre, la quantité, il n'y a pas de nombre après la virgule parce que c'est une quantité entière. Tu ne peux pas commander un demi-t-shirt. Et donc, du coup, ça aussi, c'est la nature du champ fait que c'est géré automatiquement. Et c'est Et on a décrit aussi, où, toutes ces caractéristiques? Par exemple, là, mais le ça, fait du coup, que c'est amount décrit directement sur le modèle en Python. OK, Et donc donc du server coup, tu side, as la description du modèle, c'est ça. OK, OK. Heu, Ceci, ce serait ce qu'on appelle un champ float et puis on a aussi des champs integer pour dire: «Ce truc-ci, c'est une quantité entière». OK. Et puis après, on a aussi des éléments structurels et ça, c'est un peu des composants au rabais. On n'en donne que quelques-uns et ça permet de, structurer les éléments dans la vue forme. Notamment ici, on a un composant notebook qui produit le système avec des tabs, et du coup, dedans, vous pouvez mettre différentes pages avec les différents champs. Hem Et le dernier truc qu'on a, c'est si vous avez besoin de faire des trucs custom dans votre vue-forme, il y a quand même une espèce de porte de sortie qui est que la plupart des champs, ils ont juste un nom, mais si vous voulez afficher votre champ d'une manière un peu bizarre parce que dans votre flux business, ça a du sens, c'est possible de le faire. Là, vous écrivez un peu de code JavaScript pour enregistrer ce que nous, on appelle un widget et ce widget va pouvoir vous permettre de faire ce que vous voulez. En fait, les widgets, c'est des composants all, et ici, on a un champ image URL qui est en fait un champ juste de type texte dans la base de données, c'est une URL. Mais on a décidé que dans notre cas, ça a du sens de rendre à la fois l'URL parce qu'on veut pouvoir cliquer dessus, mais aussi afficher l'image telle quelle, quoi. Heu, donc ça, c'est notre langage de description des vues qu'on a depuis toujours, qu'on avait largement avant d'avoir All et avant on gérait tout ça avec jQuery et c'était un total enfer. Mais ici maintenant qu'on veut utiliser un système de composants, ce serait à un moment, va quand même bien falloir qu'on convertisse cette description simplifiée d'une vue en du HTML qui va pouvoir être rendu par le browser et idéalement, on aimerait bien que ça passe quand même par le système de composants parce que ça va quand même vachement nous faciliter la tâche. Et ici, c'est quelque chose qui est aussi permis par le fait que nos templates sont en XML. Comme je disais tout à l'heure, c'est facile de manipuler du XML et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le XML simplifié que vous voyez ici en du XML un peu plus compliqué qui est un template all en fait. Et ça, c'est possible. C'est super facile de convertir n'importe quel XML en un template all parce que c'est facile de produire du XML programmatiquement. Alors que manipuler des AST JavaScript, c'est quand même plus compliqué et en plus de ça, c'est aussi beaucoup plus difficile à lire. Du coup, j'ai pas compris l'intérêt de passer de ça à une template all plutôt que d'écrire une template all directement. Qu'est-ce que ça apporte comme, possibilité supplémentaire de passer par, ce format-là, et ensuite de le traduire? Bah, l'avantage énorme, c'est que c'est hyper simple à lire et à écrire pour des gens qui ne sont pas développeurs. Et l'autre OK, problème, c'est que si tu veux que tes composants, ils aient toujours la même gueule, il faut que ce soit un minimum standardisé. Donc du coup, en fait, ce truc-ci, c'est très limité, mais c'est volontairement limité parce qu'on veut que les choses soient un minimum standardisées. OK, je Heu, comprends. Du coup, parce que j'imagine que vous avez un besoin où votre team produit, elle a besoin d'écrire des pages et que c'est pas forcément les développeurs qui créent du contenu? c'est ça. Et alors le truc aussi, c'est que, Odoo s'est déployé chez des clients et les clients, ils ont des besoins spécifiques et donc du coup, souvent, heu, on ils font appel à, notre département, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Hem
notre département consultance fonctionnelle et là, on a des gens qui sont pas du tout développeurs, mais qui connaissent bien le produit, qui peuvent les aider à configurer Odoo pour leur flux et dans certains cas, ça veut dire qu'ils vont aller modifier ce genre de truc alors qu'ils sont pas du tout développeurs et en fait, ils s'en sortent très bien. Mais si on leur demandait de modifier des composants All, laisse tomber. Surtout que dans des composants All, en fait, j'ai pas fort insisté là-dessus, mais c'est un peu comme pour React. Tu peux pas écrire du JS partout, mais en fait, tu peux écrire, hem, le allez, tu peux écrire du JS à plein d'endroits, notamment si tu as une expression, tu as du rendu conditionnel, ben, on a un attribut TIF. Dans le TIF, c'est du JS, quoi et Ouais, OK. on n'a pas envie que les consultants fonctionnels, ils doivent écrire du JS, et en plus de ç on n'a pas envie qu'ils doivent le faire, on n'a surtout pas envie qu'ils le fassent non plus parce qu'autrement, Ouais. on va se retrouver à maintenir du code de merde. Et donc du coup, ça, c'est la gueule du template compilé qui correspond à la vue qu'on vient de voir. Bon, ici, le template, il est quand même vachement plus compliqué que ce qui serait s'il l'était à la main. Mais bon, dans ce cadre-ci, comme ce template, il est jamais vu par personne, en fait, on s'en fout un peu et on passe plein de props juste pour comme ça, on les a et si on en a besoin dans les composants, on peut. Mais par exemple, les trucs que vous voyez en jaune ici, ça, c'est des composants All qui, eux, sont écrits normalement en JS avec des templates XML qui ont du sens. Et si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire un tour dans la codebase, plus tard et je vous en montrerai quelques-uns. Et donc ici, ça, c'est un peu l'équivalent. Je vous disais, grâce au XML, on peut faire des trucs en plus. Et ici, c'est un peu l'équivalent dans le cadre de la recherche pour les roues de la NASA. Euh, Ils ont fait cette nouvelle roue pour les projets futurs sur Mars, où c'est quand même une roue en métal. Et il faut que ce soit en métal pour que ce truc fonctionne. Ils ont fait une roue en un alliage nickel-titane qui est à mémoire de forme. Et quand le truc est déformé par la surface hyper niquée de Mars, ils peuvent faire passer de l'électricité dans le métal pour lui faire reprendre sa forme originale. Et donc, du coup, nous, on s'appuie sur le fait qu'on a changé de matière pour nous permettre de faire des trucs en plus. Bon, là, ça fait un bout de temps qu'on est sur Mars. Je propose qu'on retourne sur Terre. Est-ce que Hall est mieux que React? Je pense que la question, c'est un peu équivalente à demander est-ce que cette espèce de roue bizarre en alliage nickel-titane est mieux qu'un pneu Michelin? Et je pense que cette question, elle est un peu bizarre et elle n'a pas beaucoup de sens parce que ça dépend du contexte. Est-ce que cette roue que la NASA est en train de concevoir, elle est mieux pour monter sur ton Audi pour faire tes allers-retours boulot maison? Bah, pas vraiment. Tu vas le faire deux fois, la roue, elle va être toute niquée. Mais à l'inverse, si jamais tu veux utiliser un pneu Michelin pour rouler sur la surface de Mars, bah, ça marche pas trop non plus, quoi. Donc, je pense que la conclusion, c'est que All n'est pas vraiment mieux que React, mais All répond à un vrai besoin. Par contre, je pense qu'il y a quand même deux trois trucs que All fait mieux que React. Et je pense qu'un un énorme point problématique dans React, c'est la gestion de l'état. Et en fait, la gestion de l'état dans React, elle est à chier. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas un seul projet sérieux qui utilise React sans utiliser une librairie pour la gestion de l'état, que ce soit Redux ou Xstate ou TheStand ou n'importe quoi. On peut même considérer que c'est pas built-in, hein, pour te dire, tellement, Voilà. tellement c'est à chier. Heu, Nous, de notre côté, on a mis en place un système de réactivité et je pense, pouvoir dire que ça couvre 95 des use cases, des gens et en plus de ça, notre système de réactivité, c'est une bonne primitive par-dessus laquelle vous pouvez construire des outils de gestion de l'état plus avancés, et nous, en fait, c'est ce qu'on a fait parce que Odoo, en fait, l'air de rien, c'est quand même une application, super compliquée. On est 200 développeurs. Après tout le monde n'écrit pas du JavaScript, mais il faut quand même que les choses soient un minimum solides et on fait des trucs compliqués et on a écrit nos propres systèmes un peu par-dessus le système de réactivité de Hall et ça marche très, très bien. Hem, je pense que l'autre truc qu'on fait mieux que React, c'est la vitesse. Après, ça, c'est pas un truc qui est hyper important, mais en fait, dans l'écosystème, des librairies de composants, le rendu dans React est quand même relativement lent. Hem Et la raison principale à ça, c'est que React utilise un VDOM complet. Donc il a une représentation en mémoire de l'arbre d'éléments HTML et quand vous faites un nouveau rendu, vous avez une nouvelle représentation de cet arbre et puis ce que React doit faire, c'est qu'il doit parcourir les 2 en parallèle et puis à chaque nœud, comparer les attributs, comparer le contenu et puis mettre à jour, le contenu du document avec la dernière version, qui a été rendue, par vos composants. Heu et par rapport à ça, nous, dans All, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'utiliser un VDOM complet où on a un nœud par élément HTML, on s'est dit: «En fait, il y a plein d'éléments dans vos templates qui sont purement statiques». C'est hyper fréquent de se dire: «Beh, la moitié de mon truc, c'est genre des containers bootstrap, il y a des divs qui changent jamais».
Donc pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à comparer ces trucs? Et en fait, il y a plein d'autres frameworks, du genre, Solid et Svelte et cetera qui prennent cette idée et qui l'amènent encore un cran plus loin, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin de comparer et donc du coup, ce que nous on utilise, c'est un VDOM, sauf que notre unité, heu, c'est pas l'élément HTML, c'est le bloc non dynamique et donc du coup, bah, si vous avez, un gros bout de votre composant qui est statique, heu, il est jamais comparé et ça veut aussi dire que la vitesse de votre rendu, elle scale avec le nombre d'éléments dynamiques plutôt qu'avec la taille de votre template et je pense que ça, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que c'est le moment des questions et des réponses. Je sais pas Trop si, bien. Moi, j'en ai plusieurs et j'en ai noté beaucoup. Rayu aussi, là, il a fait la liste des questions. Du coup, tu me dis si je me suis créé une vision du coup de Hall et j'aimerais la challenger et que tu me dis si j'ai tort ou pas. Moi, je le voyais plus du coup vers la fin. Alors au début, j'avais pas du tout compris ce que c'était, mais plus tu parlais, plus j'y voyais clair. Maintenant, je le vois plus comme quelque chose qui va builder du React. Alors, c'est pas forcément React, mais tu vois l'idée sur quelque chose qui va builder des composants. Parce que moi, l'image sur laquelle je me suis accroché, c'est l'image de, bah, il y a la team produit qui peut éditer des composants avec enfin, qui peut éditer une page, on va dire. Je sais plus, c'était pas le mot page que tu avais employé, on appelle mais ça une architecture de vue, hein. voilà, une architecture de vue. Ils pouvaient l'éditer avec du XML. Et derrière, ce qui se passait, c'est que vous buildiez un petit peu votre arbre de composants all, du coup, pour faire des trucs. Alors, j'ai pas notamment compris le rapport avec le. Tu sais, tu parlais au début de overrider, par exemple, on peut overrider des attributs et des trucs comme ça, machin, ninana. Et j'ai pas trop compris comment ça se met en œuvre, l'idée de comment je fais une architecture de, je sais plus comment tu as dit là, une page, et ça build vers mon arbre de composants, et quel est le rapport entre ça et finalement overrider des props et des trucs comme ça. Donc le rapport avec le fait d'overrider, c'est pas un rapport direct. La raison pour laquelle on a décidé d'utiliser des templates XML, c'est qu'on a besoin de faire des overrides et donc ça, j'en ai un peu parlé, on a un système qui permet d'overrider les templates. Et alors le système de vue avec des architectures qui sont décrites dans un langage plus simple, en fait, ça, c'est plutôt une conséquence du fait que, comme dans All on utilise des templates XML, ça nous permet de générer des templates All dynamiquement à la volée de manière beaucoup plus facile. Mais ce système-là, par exemple, ça fait pas vraiment partie de All. C'est une surcouche que nous, on a écrit par-dessus All, hem, Ah, parce que ok. ça répondait à un besoin et donc du Ok. coup, ça, c'est Donc vous plutôt, générez du haul en fait. c'est ça, on génère des Ok. templates All. Ok, ok, ok. D'accord. Et ça, c'est généré full server side. C'est-à-dire que par exemple, si je suis dans une team produit et que j'ai besoin d'une page, je suis désolé, je m'accroche à ce mot depuis tout à l'heure, mais j'ai besoin d'une page et du coup, je vais écrire cet XML, je sais pas comment s'appelle ce format, mais je vais écrire Ouais. ce truc. Et après, finalement, comment ça se passe? C'est au build time que vous, derrière, vous générez tous vos templates all et finalement, ça fait après votre archi, votre arbre de composants et tout ça? Ouais, donc en fait, on le fait pas au build time parce que, le truc, c'est que tu peux avoir une base de données qui est en train de tourner et ce XML, il est stocké dans la base de données, hein. Donc du coup, tu peux aller le modifier dans la base de données, hein. Donc ça se fait pas au niveau du build. C'est carrément Et nous, on a runtime? c'est runtime et nous, on a décidé Incroyable. de le faire côté client parce que c'était plus facile pour nous de manipuler du XML côté client que de le faire côté serveur. Attends, Mais quoi? ça aurait pu être fait côté serveur. Donc Si ça tu veut veux, on dire peut que aller jeter un œil au code, mais attends, j'ai peur de comprendre. Du coup, ça veut dire que côté client, il y a ce XML là, mais attends, c'est pas possible. Comment vous pouvez côté client builder ce XML en template to do? Parce que vous transformez le XML client side? Ah oui, puisque du coup les templates to do c'est du XML. ouais, donc on transforme le XML qui vient du serveur, il contient la description simplifiée, en Ouais. une description compliquée et on crée un composant dynamiquement à la volée. C'est comme si tu disais: «Je crée un» enfin, Incroyable! qui du coup répond à ça et donc le truc, c'est que dans React, si on avait voulu faire ça, tu vois, ce qu'on aurait pu faire, c'est on prend la description simplifiée, on la passe en props et le composant, il la parse et puis il a plein de code qui fait, if mon nœud c'est un truc, je renvoie tel composant et je lui passe le sous-morceau, de Ouais, ouais, ouais. l'arborescence et cetera. Mais le problème, c'est que si tu fais ça au moment du rendu, c'est hyper lent. Donc nous, on le fait une fois, et puis une fois qu'on a ça, on a notre template compilé et ça marche et en fait, si tu veux, enfin si ça vous intéresse, je peux vous montrer vite fait. Je vais sur, notre, environnement de test, et je peux vous montrer, le template compilé. Hem, alors,
Par contre, mon PC est en train de cramer, ça c'est magnifique. Ah, c'est pas si performant que ça, hein? Non, je rigole. Mais ça c'est mon PC. Il y a mon attends, tu veux voir tu veux voir un truc marrant? Ouais, OK, tu es à fond Ça là. c'est mon CPU. Là, on est à fond. Donc imaginons je vais sur une tâche de projet ou une tâche, field service, on s'en fout. Le PC il est en train de cramer. Je vais aussi remonter, en même temps, du coup, en parallèle les questions des gens. Du coup, il y a Jean Point qui disait: «Comment vous arrivez à recruter des gens qui veulent utiliser votre framework? Est-ce que, c'est quoi la value pour eux, et est-ce que c'est en open source?» Alors en open source, on a vu que oui, All était open source, mais du Ouais. coup, j'avoue qu'au niveau du recrutement, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez du coup forcément une phase, de d'onboarding qui est beaucoup plus longue, j'imagine? Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est super similaire à React. Je pense que j'ai pas hyper fort insisté là-dessus parce que ça faisait pas partie du point central que je voulais monter. Mais on a un système de hook qui est hyper similaire à React, qui sont du coup composables. Tu peux écrire des hooks custom, etc. Donc du coup, si les gens ils connaissent un peu React, ils peuvent. C'est hyper transférable. Euh, et on a aussi écrit notre propre documentation, notre propre tutoriel, etc. Et on a aussi nos propres DevTools. Et donc ici, je vois l'arbre de composants. Et notamment, si je cherche forme, tututum, si je tape forme, ça marche mieux. Tututum. Ici, on a Project Task Form Controller, et donc ça, c'est le composant dont le template a été généré, ou plutôt c'est celui-ci en fait, le Project Form Task Renderer. C'est le composant dont le template a été généré automatiquement sur base de la description simplifiée. Et donc ici, on a un contrôle panel qui contient des trucs qui dépendent de ce qui se trouvait dans la description simplifiée. On a tout un tas de composants field qui représentent les champs sur le modèle. On a des groupes qui sont des composants de layout. euh, et on peut voir un peu tout ce qui les intéresse. Donc on peut voir les props qu'ils reçoivent, on peut les modifier en temps réel, on peut voir l'état qui est observé par les différents composants, etc. OK, je vois que vous êtes parti hyper loin parce que d'un détail sur lequel tu t'es pas arrêté, mais je vois que vous avez carrément une extension Chrome pour débugger. Vous avez votre propre, vous avez C'est votre React DevTool en fait, mais vous avez votre All DevTool en fait. Ouais, sauf que les DevTools React, ils puent la merde. Ouais, mais là on dirait enfin, j'ai failli dire juste avant que tu dises ça, j'ai failli dire on dirait vraiment ceux de React là, dans le sens où genre tu sais, c'est à peu près pareil, c'est genre tu parcours ton arbre de composants et tu as les props à droite et tout. En quoi ils Ouais. sont différents du coup? Beh, ils sont différents dans le sens où moi, le peu que j'ai utilisé les DevTools React, je trouve que c'est difficile de s'y retrouver. Tu trouves jamais ce que tu cherches et il y a plein de trucs que je peux pas modifier, tu vois? Genre ici, je vois l'état observé et par exemple, je peux décider d'aller modifier l'état observé. Je vais peut-être prendre un truc, qui a de l'état observé, qui est facile, bon par contre, j'ai pas utilisé Ouais, le l'éditeur de nombre de notifications peut-être? ouais. Donc, ça, c'est pas le bon composant. J'ai l'activity menu ici qui observe, il observe un store. Dans le store, il observe activity counter. Et ici, je peux aller modifier l'activity counter. Je le mets à 35 et le truc se rend tout seul. D'accord, C'est ouais. le genre de truc qui est difficile à faire dans les DevTools React, entre autres. L'autre truc qui est cool, c'est, tu sais aller voir, où est-ce que c'est? Ça, c'est le code source. Où est-ce que c'est? Il y a un endroit où on sait voir j'ai pas fait un clic droit sur le bon truc. Tu sais aller voir le template compilé, parce que les templates, du coup, nous, on génère depuis le XML, on génère depuis le XML des vues, on génère du XML qui est le template du composant. Mais après, le template du composant, par all, il est compilé au runtime en une fonction JavaScript. Et ça, c'est la fonction JavaScript qui génère le VDOM ou le blockDOM. Et on a fait un super gros effort pour que ce code soit en fait facile à lire et à débugger. Et alors, bon, forcément, il y a une certaine courbe d'apprentissage, mais par exemple, ici, tu peux assez facilement voir que tu as une boucle, que tu vas lire un groupe, que tu vas lire une action. Enfin, c'est assez facile de s'y retrouver. Et nous, notamment, quand on débuguait la compilation des templates, etc., on a eu assez facile. Et on peut aussi voir qu'en fait, le code qui est généré, il n'est pas très compliqué, tu vois. Il vire pas complètement vers la droite avec des conditions dans tous les sens. Parce que je sais pas par exemple, moi j'ai déjà utilisé Ember, et Ember, eux, leurs templates ne sont pas compilés, ils sont interprétés. Si tu essaies de débugger un truc et que tu tombes dans l'interpréteur Ember, c'est game over. Ouais, c'est fini, c'est fini. Ici, si je veux, je fous. Bon, peut-être pour ce composant-là, je le connais pas bien, donc c'est difficile de savoir, mais je peux juste foutre. Allez, je vais aller foutre un breakpoint ici, on va voir si ça marche. Je vais retourner dans les DevTools All et rechanger le truc pour provoquer un rendu. Où est-ce que c'était? C'était dans Store.
le counter, je vais le mettre à 34 et là, on arrive dans le rendu et on peut voir ce qui se passe et donc du coup, on va voir qu'à cet endroit-là, il va aller lire l'activity counter dans le store et puis il va, créer des trucs avec, quoi. OK, bah, c'est incroyable. Bon, ça fait 10 minutes que je parle tout seul, est-ce qu'il y a des questions? Ou ouais, non, mais c'est parce que tu débites. Tu débites vraiment beaucoup. Mais après, c'est hyper intéressant. Moi, je me suis fait Oui, aspirer oui, du c'est ça. début, ouais, ouais, vraiment. Genre, très, très intéressant comme talk. Alors moi, j'ai remonté une question de Romain, mais moi-même, je la comprends pas. Du coup, je suis pas sûr que toi, tu vas pouvoir la, enfin, que tu vois ce qu'il veut dire peut-être. La question, c'était alors, c'était il y a plusieurs slides maintenant, mais c'est: «Est-ce que du chain of responsibility dans une state machine n'irait pas?» Alors, je sais pas vraiment, si Romain, tu peux nous filer plus de contexte ou pas? Est-ce que tu te souviens du slide sur laquelle c'était et tout? Du coup, je suis désolé parce Bah, que maintenant ça j'imagine que c'est dans le slide où je parle du fait qu'on a un système de gestion d'état qui est différent de ouais, je enfin crois. qui est un vrai système de gestion d'état par rapport, à React. Ouais, exactement, je crois que c'est Maintenant ça. peut-être que Romain peut préciser la question parce qu'autrement je vais répondre à côté. Notre système de réactivité en fait, quand j'expliquais le souci de React par rapport aux composants qu'on devait monkey patch. Donc le truc c'est que c'est donc il y a plein de solutions qu'on aurait pu imaginer par-dessus React. Hem Et en gros, on pourrait choisir l'approche, on écrit plein de composants React et c'est des fonctions, mais ces fonctions fournissent plein de points d'extension qui sont accessibles depuis l'extérieur. Et donc du coup, tu pourrais dire: «Je vais injecter, les trucs dont le truc a enfin, des choses dont le composant a besoin, pour modifier son comportement». Le problème, c'est que si on fait ça, il y a les gens, ils savent aller modifier le comportement seulement aux endroits où nous, on l'a prévu et en pratique, les gens, ils veulent tout le temps modifier des comportements à des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé et donc l'avantage du monkey patch, c'est que les gens font ce qu'ils veulent. Le problème du monkey patch, forcément, c'est que on se retrouve avec du code qui est plus difficile à maintenir parce que c'est difficile un peu de suivre la logique. Maintenant, nous, on essaye de s'arranger pour avoir un bon équilibre entre les points d'extension. Enfin, en gros, on essaie quand même de fournir plein de points d'extension standards qui sont faciles à customiser, mais dans les cas où nous, on n'a pas prévu quelque chose, les gens, ils sont paniqués. Ils peuvent quand même aller modifier le comportement, Ouais. et on se retrouve avec des problèmes fréquents où les gens, ils essayent de, faire tout le temps le même genre de trucs. Par exemple, ici, dans la vue forme, il y a des boutons qui permettent d'aller vers d'autres records. Genre, tu sais aller sur la worksheet qui correspond à la tâche, on s'en fout. C'était quelque chose d'hyper fréquent et donc du coup, nous, on a rajouté un point d'extension dans le framework pour dire: «Sur cette vue-là, j'aimerais bien de rajouter des boutons dans le control panel ici, quoi». OK, moi, c'est un truc que j'ai vachement, capté chez vous, c'est que vous avez l'air d'avoir besoin d'énormément de flexibilité. Alors qu'en général, tu sais, on s'approche plutôt de l'inverse. Ce qu'on veut dans un système, c'est qu'il soit assez, restreint et assez fermé, justement pour pas que tous les utilisateurs partent en couille, en fait, si je peux me permettre. Genre Ouais, qu'on c'est parte ça. que ce soit très, carré restreint. Tu sais, nous, on aime bien justement, en tant que développeur, tu vois, rien que dans l'écosystème JS, si je le vois dans son ensemble, on aime bien se dire: «Bon, bah, OK, on utilise que ces 10 là de ce qu'on peut faire en JS, parce qu'il faut pas que il faut que ce soit cadré, il faut que machin ni na». Et j'ai l'impression que vous avez pris le contre-pied un petit peu de cette idée-là et d'être en mode: «OK, nous, on veut pas se black boxer, on veut pas non plus, on veut pas se retrouver dans une situation où on peut pas faire quelque chose». Donc en fait, on se permet cette flexibilité via, ce que tu appelais le monkey patch et via, du coup, cette génération de templates et un petit peu tous les outils que vous avez là. Rien que le fait que les products puissent créer des pages, encore une fois, je dis le mot page, mais voilà, ça rejoint encore une fois ce truc-là. Donc j'ai l'impression vraiment c'est très, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Tu me dis si je me trompe ou pas? Beh, oui, c'est ça et le truc, c'est que, la plupart des frameworks modernes, ils ont été écrits pour écrire des applications. Or nous, on n'écrit pas une application, on écrit, un framework pour gérer ton business et il faut que ce framework puisse supporter plein, plein, plein de use cases. Et donc du coup, si on utilise une librairie toute faite comme React ou un truc comme Solid qui est hyper centré sur des fonctions, c'est hyper difficile d'aller rajouter des fonctionnalités par-dessus et dans le cadre, enfin, dans la plupart des cas, les développeurs qui sont sur le Discord, ils vont écrire une application, ils veulent pas que les gens ils puissent aller modifier le comportement de leur application. Ça leur permet d'être sûr que quand ils regardent un bout de code, ils savent qu'il y a rien qui intervient et en fait, dans notre cas, nous, on veut que les gens puissent intervenir et ça rend des fois notre vie un peu plus difficile parce que les choses se comportent pas,
de la manière dont tu pourrais t'y attendre juste en lisant le code. Maintenant, c'est quelque chose auquel on s'habitue aussi et c'est aussi pour ça qu'on a créé des outils comme les DevTools All qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, réellement. Ouais, Parce OK. que forcément, tout ce que tu vois dans le code source, c'est pas toujours, la Oui, allez, l'image complète de ce qui se passe parce que tu as un fichier dans un add-on qui n'a rien à voir, qui a été modifié tout le comportement. Mais donc du coup, c'est aussi, ça force un peu un flux de travail qui est différent. Au lieu de travailler principalement sur base, du code, ben, on travaille principalement sur base du browser parce que le browser, là, il a le code avec les monkey patch et cetera et cetera et donc là, ben, on a la vue d'ensemble, quoi. c'est trop intéressant. J'adore ce contre-pied. C'est trop bien. Mais du coup, est-ce que vos DevTools, ils vous permettent de savoir, qui patch quoi? Ou alors est-ce que vous devez fouiller dans tous les fichiers Heu, pour savoir qui patch quel prop? Genre imaginons alors l'exemple du bouton disabled, si je vais dans un module complètement aléatoire, et que je vais modifier le comportement du bouton qui valide un formulaire, est-ce que tu seras capable de remonter assez facilement à, qui a la responsabilité d'avoir modifié ce bouton? Relativement. Donc le truc qui est, on a des source maps et cetera. Je vais peut-être, faut que je trouve un exemple qui est monkey patché, j'en ai pas un en tête comme qui me vient comme ça et qui est facile à montrer. Mais en gros, le truc, c'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas foutre un breakpoint, dans ton debugger à l'endroit qui t'intéresse et dans ta stack, call stack, en fait, tu vas voir la fonction originale et puis, au-dessus, tu vas voir, en fait, il y a je viens d'un monkey patch et quand tu cliques dessus, en fait, grâce aux source maps, tu arrives dans le fichier qui crée le monkey patch. Donc en fait, depuis les DevTools, c'est hyper facile à retrouver. OK, et du coup, tu as une stack alors quand il y a plusieurs monkey patch qui s'appliquent au même, au même composant, imaginons moi j'override le bouton, mais derrière il y a un autre module qui override le bouton. Est-ce que c'est un système de priorité? Est-ce qu'il y a un merge magique? Donc C'est en quoi fait, l'idée? ça dépend de l'ordre de définition des patchs et l'ordre de définition des patchs, l'ordre dans lequel ils apparaissent dans, notre bundle compilé.js, ça dépend de l'ordre de dépendance des modules, en arrière-plan. Donc le module, gestion de stock, par exemple, s'il dépend du module de vente, ça veut dire que ces monkey patchs sont toujours appliqués après, ceux du module de vente. Je vais voir si j'en trouve un qui est facile. Hem, un truc qui est beaucoup patché. Qu'est-ce qui est beaucoup patché? Bon, ici, tu vois, je cherche pas, j'ai 670 il faut peut-être que je cherche juste uniquement dans les fichiers JS, mais il y a il y a plus de 1100 résultats, 1100 monkey patch, et ça, c'est dans notre code à nous, tu vois. Ouais. Donc, les modules internes qui monkey patch d'autres modules internes. Si je vais dans le module CRM, add-on, attends, Odoo, add-ons, CRM, activity menu, point, prototype, il patch quoi? Available views. À quel moment c'est appelé ce truc-là? Bon, on peut aller voir là-dedans. Donc ça, c'est l'activity menu, comme je disais. Je vais aller le chercher depuis les DevTools All. Je vais jumper au code du composant, si ça veut bien. Ah non, ça c'est stocké dans la console. Je connais pas encore bien les icônes. Voilà. Donc j'ai un bouton qui me permet d'aller. J'ai sélectionné un composant ici dedans. Je peux aller. Bon, c'est hyper lent parce que je partage mon écran. Oui. Je peux jumper au code source correspondant. Il y a mon browser qui est complètement frisé. Ouais, parce que Ah, tu es à 99 du CPU avec tes 60 ouais, voilà. millions d'onglets, Donc ici, je suis pas en mode debug, donc j'ai pas les sources maps. Je vais peut-être me mettre en mode debug. C'est quoi cette commande palette? C'est aussi, pour On a une le commande palette. Ça, c'est c'est dans Odoo et c'est utilisé autant par les utilisateurs techniques que par les utilisateurs fonctionnels. Ça te permet d'aller à peu près n'importe où, depuis n'importe où. Tu fais CTRL-K et puis là, tu peux aller, ici, je peux activer ou désactiver les DevTools. Je peux aussi, si je tape slash, j'ai la liste des applications et si je veux aller, par exemple, dans, la gestion des produits, bah, je tape, product. Et alors là, je peux aller soit dans le module vente, la gestion des produits, je peux aller dans les variantes des produits, dans le reporting des produits, tu vois? Enfin OK, voilà. OK. Et du coup, je retourne sur l'activity menu. Activity menu, je vais au code source du composant. Ouais, c'est vraiment stylé. Voilà. Et là, j'ai le code source du composant. Et donc, du coup, je peux. C'était quoi qu'on avait dit qui était patché? C'était Activity menu, euh, available views. ah Donc, oui, ici, pardon. si je fous un breakpoint ici, que je refresh la page, je sais pas si ce truc est appelé au chargement de la page ou quand on l'ouvre. Mais comme ça, je peux vous montrer une call stack. C'est pas ici? Ah, ou peut-être que le breakpoint n'était pas encore activé. Ah non, OK, c'est en fonction de si on est dans une vue, faut que j'aille dans
Bon, ça nous aide pas. C'était quoi l'autre? C'était Open Activity Group. Ça doit être quand on clique dessus. On va essayer. Hops. Task, voilà. Donc ici, tu vois qu'on arrive dans Open Activity Group et ici, en fait, donc ça, c'est celui dans lequel j'ai mis mon breakpoint, mais en fait, on voit que je viens de Activity Menu Patch et en fait, ici, tu vois, je suis dans Activity Menu Patch et si tu regardes, tu peux voir que dans l'URL, c'est dans le module Calendar. Et je vois en fait le chemin complet, c'est dans le module Calendar, Static SRC Activity, Activity Menu Patch et en fait, du coup, je peux hyper facilement le retrouver dans VS Code. Je fais CTRL P, Calendar, Activity Patch et je suis dans le patch, dans lequel je viens d'arriver ici, quoi. OK. OK. Je vois vous splittez vos patchs, des autres du reste du code. Vous créez des fichiers qui finissent par underscore patch ou un truc comme ça tout le temps, c'est ça? Bah, on essaye maintenant, tu sais, tout ce qui est convention, forcément, il y a toujours des gens qui ne les suivent pas, donc c'est un Ouais, peu OK. aléatoire, mais le truc, c'est que même si les gens le font pas, en fait, comme je peux le retrouver depuis le débugger, je m'en fous. OK, OK, OK. OK, ça va. Du coup, il restait 2 questions que Rayou il a notées. Il y en a une, c'était une de Joris. Alors attends, j'aimerais la retrouver. Heu, il demandait par rapport au la différence avec le JSX. Le truc, c'est que quand je clique sur le lien, Discord me scrolle complètement aléatoirement. Donc c'est vraiment un régal. Alors il m'a dit ouais, voilà, c'est une extension du XML comme le JSX avec le JS. Donc Je pense que je pas je vraiment. je vais essayer de pré-shot la réponse. Ouais, vas-y. Est-ce que, alors tu me dis si je suis complètement à côté de la plaque. Heu, alors il me semble qu'une extension d'XML, c'est pas quelque chose qui existe. Je crois que c'est quelque chose qui s'appelle un DTO et c'est juste une définition du langage que tu exprimes avec le XML. C'est ça ou pas? J'ai bon ou pas? Bah, oui et non. En fait, Ah merde. on utilise ce truc-là pour les descriptions de vues, donc les architectures de vues. Mais par contre, les template all, en fait, c'est juste du XML. Et c'est juste que nous, on a décidé d'attribuer une signification spécifique à certains attributs et à certains tags. Et notamment dans notre langage de templating, je vais peut-être ouvrir un template au hasard. Je suis dans OK, mon donc truc. en fait, c'est ce que je disais. Juste je l'ai dit avec des mots un peu chiants, mais en fait, c'est bon. C'est juste Ouais, du c'est parce qu'il XML. y a aussi moyen d'avoir genre des namespace XML et je sais pas quoi, mais donc par exemple, nous, on a en gros les tags qui commencent par une majuscule, on a décidé que par convention, c'est des composants. Les attributs qui commencent par T tiret, c'est des directives, donc il y a une signification spéciale du point de vue, de l'interpréteur enfin du compilateur de template et donc du coup, ça, par exemple, ça va générer, un truc qui dit: «Remplace le contenu texte de ce nœud par cette valeur JS», quoi. OK, OK. OK, je pense que ça répond à Et la donc du question. coup, ouais, c'est pas une extension, quoi. Alors que JSX, le JSX, c'est pas du JS valide. Nous, nos templates, c'est du XML valide et c'est juste que tant que tu les utilises pas comme template all, ça n'a aucune valeur. Ils ne prennent que de sens que parce qu'on a décidé que c'était des templates all. OK. OK, OK, je capte. Il y a une autre question de BDL que moi, elle m'intéresse. Il me disait: «Concrètement, ça permet de faire quoi pour des consultants non dev?» Bah, ça permet de faire quoi? Ça permet de dire, je vais montrer un truc vite fait. Donc il y a toute une série de champs en fonction des modèles. Je vais désactiver mes breakpoints. Et comme je disais, les trucs sont stockés en base de données, donc en fait, ils doivent même pas ouvrir un éditeur. Imaginons sur cette vue-ci, il y a, ce champ-ci, je veux pas qu'il soit visible, bah, je peux aller ici dedans, je vais, éditer la vue forme et ce truc s'appelle allocated time et d'ailleurs, enfin je sais plus comment il s'appelait, on va voir si je le trouve. Allocate bon ça marche pas, faut que je me mette en dehors. Allocated, il y est pas. Bon, on va aller voir le nom du champ parce que je suis en mode debug et donc du coup, j'ai des tooltips qui me disent quel est le nom technique du champ. Hem C'est allocated hours et donc du coup, si je vais ou project peut-être, je sais pas, on va voir. Je peux aller modifier la vue ici et aller soit supprimer un champ de la vue, hem, soit le rendre invisible, soit, lui donner une visibilité conditionnelle en fonction de la valeur d'autres champs. Hem, bon voilà, je sais pas, il faut que je prenne un champ au hasard. Ici, c'est des vues compliquées parce que c'est des modèles, hyper utilisés à plein de niveaux. Ici, on a les tags par exemple, donc je vais peut-être montrer d'abord ce que c'est les tags et puis je vais les enlever. Mais là, je crois qu'il y avait un tag. Heu, pas sur cette tâche-ci, mais sur celle-ci, il y a le tag new feature. Beh, je peux Ouais. aller dans la vue. Et en tant que consultant
business, je sais que ce truc, ça je peux le voir dans l'interface, ce truc s'appelle Tag IDs. Je vais aller éditer la vue, je veux pas les tags, je cherche, tag, bon, contrôle F il marche pas, tag IDs, je l'ai trouvé, je supprime le champ. Bon, après ici, je pense que je peux pas juste supprimer le champ parce qu'il y a probablement d'autres champs qui en dépendent, mais je peux le mettre en invisible. Invisible égale true. Je vais y arriver. Avec le lag, c'est compliqué. Et donc là, j'ai enregistré la vue. Et si je refresh la page, je pense que je dois refresh la page pour ce truc-là parce que, a priori, les templates compilés des vues, on les garde en cache. Et cette opération de modifier des vues, c'est pas quelque chose de fréquent. Et là, normalement, si je retourne dans la vue forme, il y aura plus le tag, quoi. Il y Il a était plus le quelque mot part. tag. Je sais pas si tu as Ici, il y avait remarqué. les, ouais. Ouais, voilà. Ici, il y avait les OK. tags quelque part et ils sont plus là, quoi. Ouais, c'est ça. OK. J'ai pas noté les autres questions. Je vois il y a Tirael qui a levé la main pour parler. Est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que tu as pas fait exprès? Est-ce que tu peux nous répondre dans le chat, Tirael, si tu as vraiment une question à poser à l'oral? Ensuite, sinon, en attendant, il y a je peux pas voir les pseudos parce que je suis Il y a en une streamer question de mode. Boimb qui dit: «C'est Ouais, super pratique tes patchs, mais niveau maintenance, ça se passe comment? Genre je regarde la def de la classe et c'est pas ce qui se passe en vrai, je me rendrais gaide». Il y a un Godin. blaireau qui a patch dans ah gaide, hein. Heu, dans tel cycle de render et le cycle d'après, mon instance, elle fait plus que j'attends. Mais du coup, ça, c'est ce que j'expliquais, heu notre source de vérité, c'est le browser parce que le browser, il sait ce qui enfin, forcément pour que le code fasse ce qu'on veut avec les patchs, ça veut dire que le browser, il a les patchs et donc du coup, on retrouve, les fichiers qui nous intéressent et qu'est-ce qui fait quoi sur base, des DevTools All, des DevTools Chrome, on utilise beaucoup, beaucoup le debugger. Il y a Orion qui demande, est-ce que ça s'intègre bien avec des solutions comme Sentry pour le monitoring? C pas moins bien que n'importe quoi d'autre. Sentry, c'est complètement orthogonal, de la lib, UI que tu utilises et on utilise effectivement Sentry pour certains trucs. Je pense pas qu'on utilise Sentry, pour le front-end, mais on pourrait. En pratique, en général, quand on a des bugs, dans le front-end, c'est des bugs qui sont pas tellement critiques d'un point de vue business, mais par contre, on utilise Sentry pour, les bugs dans le Python. Parce que là, souvent, c'est le type, il sait plus facturer, on est plus emmerdé. OK. Alors attends, pour la réponse, OK, il y a Tirael qui n'a toujours pas répondu, donc je pense que la question à l'oral, on peut, c'est un peu mort. V Ah oui, très bonne question de Ghislain, j'avoue, je me suis posé la question tout à l'heure et j'ai oublié. Vous êtes combien dessus? Alors combien il y a de gens qui travaillent sur All et combien il y a de gens qui travaillent sur, un petit peu plus ou moins avec, All, mais sans vraiment être sur le framework, si je peux dire? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose, que j'avais pensé, mettre dans le talk à la base, mais j'avais pas le temps de le faire rentrer pour la Ouais? conférence. Mais c'est vrai qu'ici, j'aurais pu l'aborder, mais j'avais pas fait de slide pour. Les gens auraient tendance à se dire: «C'est un énorme projet, ça demande plein de travail, plein de maintenance» et donc du coup, tu vas pas réinventer la roue, notamment parce que ça va coûter hyper cher de le faire et en réalité, ce projet, la première version, elle a été écrite en solo par un développeur pendant ça lui a pris environ, 3 mois et demi, 4 mois. On a depuis passé un peu de temps avec, une équipe à 10 pour sortir la version 2.0 parce qu'il y avait des problèmes dans l'API qu'on voulait résoudre. On a passé, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois dessus à 10 et depuis, en fait, en mode maintenance, moi je travaille en moyenne, je dirais, un demi-jour par semaine dessus et je suis la seule personne à faire de la maintenance active sur le projet parce qu'en fait, maintenant la plupart des bugs, sont ils sont plus présents, quoi. Les DevTools, ils ont été écrits par, un type qui, à la base, venait chez nous faire un stage, qui est maintenant employé à temps plein et il a fait ça tout seul, ça lui a pris environ 3 mois. Et voilà, pour les gens qui utilisent Odoo au quotidien, on est 250 à 300 devs et je dirais qu'il y a peut-être, un gros tiers qui se servent de All, au jour le jour pour écrire des composants et faire des customisations, dans l'interface. OK. Ah Est-ce oui, qu'il l'autre y a truc, c'est que Vas-y. pardon, hem, All, c'est 6 000 lignes de code. Il y a 6 000 lignes de code. Tu vois C'est pas le beaucoup, le c'est vraiment très, très peu.
Le Rubik's Cube que tu as posté tout à l'heure, ou je sais pas, Ouais, quelqu'un a posté tout à l'heure, il y avait 4000 lignes de code. On a 6000 lignes de code TypeScript, pour to all. Heu, je sais plus si ça compte les tests ou pas. Je pourrais refaire un clock, mais avec la mon PC qui est en train de frire, je pense que ça va être compliqué. ouais. Hem et le truc, c'est que pour vous donner une idée, nous, on a des partenaires qui implémentent Odoo et qui font des customisations pour les clients parce qu'ils ont des flux business un peu spécifiques et on a une guideline où on leur dit et en fait, nous aussi, on fait des customisations pour les clients. On facture la maintenance des lignes de code et le tarif qu'on préconise, je crois que c'est de l'ordre de 16 ou 17 € pour 100 lignes de code par mois. Mais ça veut dire que J'avais jamais vu de tarification à la ligne de code, c'est bizarre, ça me surprend d'entendre ça pour la pre bah, OK, OK. en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu mal aligné, mais le truc, c'est que c'est à l'échelle de la boîte et donc du coup, les gens savent qu'ils peuvent un peu faire confiance et qu'on va pas juste et c'est des lignes de code, tu vois pas les lignes de commentaires et on a des Ouais, guidelines sur comment écrire ton code, donc en fait, tu peux pas juste, décupler ton code pour doubler ta facturation, et si tu le faisais, de toute façon, les clients, ils te feraient plus confiance et c'est pas un si mauvais proxy que ça de l'effort de maintenance qu'il va y avoir à faire sur un projet. Et si on se facturait à nous-mêmes la maintenance de Hall, ça nous coûterait moins de 10 000 € par an. Et 10 000 €, c'est le bonus à la signature qu'on offre à un nouveau et on a 15 nouveaux qui commencent cette semaine. OK, ouais. Donc en fait, Ouais, c'est ridicule. c'est ridiculement peu. OK, À l'échelle de notre boîte, ça a complètement du sens de réécrire le truc, quoi. OK. Et Il y a ben, Guilain qui demande TypeScript, et oui, effectivement, donc c'est écrit en TypeScript, alors que bizarrement tout le reste de notre code base, il est écrit en JavaScript. On a décidé d'écrire all en TypeScript et il est maintenu complètement séparément du reste de la code base. On fait des releases séparément, et cetera. OK. Par On contre, bosse quand vous sur tout pour tapez les 10K du bonus. Je mettrai un post dans Professionnel si tu veux, mais ouais, ouais, je suis pas là pour hésite faire la pas. pub d'Odoo. Je suis pas payé par Odoo pour faire ça. Moi, je suis juste venu pour m'entraîner, en fait, parce que je dois te donner ce talk dans 2 semaines ou Eh dans ben, il est 3 très bien semaines. ton talk. Tu prendras partie des questions pour, supplémenter, les slides, mais sinon il est très, très bien le talk. Voilà. J'avais un autre truc à dire et j'ai complètement zappé du coup, mais vas-y, c'est pas très grave. Je me demandais si OK. tu voulais conclure parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on y est, mais j'ai encore plein de trucs à dire et je crois qu'il y a encore des questions. Et n'hésitez pas non plus à lever la main si vous voulez venir poser vos questions en vocal, hein. J'ai eu que la partie question, mais il me tarde, c'est nice de voir la rediff. OK, OK. Bah, on aura la rediff le plus rapidement possible, on la mettra sur la chaîne YouTube, voilà. Alors, il y a Yanzi qui demande: «C'est quoi le truc Python modèle?» J'ai pas capté. Donc ça ici, c'était pas Ah vraiment le oui! sujet de ce talk, mais je peux vous montrer. Sale order, c'est le modèle Python qu'on utilise pour représenter en base de données en Python, une vente. Et alors, en fait, on a notre propre ORM et notre ORM, la manière dont il fonctionne, c'est qu'on fait des définitions de modèles en Python et donc du coup ici, on a une série de définitions de champs. Donc name, ça crée un champ de type, texte dans notre base de données Postgres. Ici, string, c'est la description du champ pour quand ça va s'afficher dans les interfaces et cetera. Tu peux choisir le type d'index, qui va être créé par, la base de données SQL. Donc ici, tu as toutes tes définitions de champs. Puis en dessous des définitions de champs, tu as les définitions de méthode, business sur comment est-ce que tu peux interagir avec cet objet, dans le Python. OK. Alors il y a Andy qui me dit de justifier, les choix, mais je ne sais pas de quel choix il parle. Python, j'imagine. Je pense, justifier le choix d'avoir Python. Alors moi je suis désolé, je suis un peu plus long à la détente que les gens dans le chat apparemment, mais j'ai toujours pas compris le Python il génère quoi? Le Python, il génère quoi? Donc en gros, le Python, c'est notre langage back-end et donc du coup, tout ce que tu ferais en JS côté back-end, nous, on le fait en Python et donc du coup, il fait toute la logique business, OK. et on a un ORM qui permet d'interagir avec la base de données et nos modèles qu'on définit dans l'ORM, ils ont des méthodes et ils génèrent des définitions de tables, SQL. OK, OK, OK. Ouais, Bon, bah, donc du coup, notre c'est bon, back-end est en Python et ça fait depuis toujours notre back-end est en Python. Heu, je pense que comme notre objectif aussi, c'est que ce soit facile à étendre, par des membres de la communauté, des partenaires et cetera. Hem, le Python, c'est un langage qui est relativement facile à apprendre, qui est pas hyper restrictif. Après c'est lent, mais c'est facile d'écrire des customisations et pour la p bon, Odoo à la base, ça target surtout les petites et moyennes entreprises et donc du coup, les performances, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, mais c'est pas notre priorité absolue. Notre priorité absolue, c'est de faire, un logiciel qui facilite la vie des business et ça inclut le fait de rendre le logiciel facile à customiser pour leurs besoins. OK. OK, OK, merci pour la réponse, j'avoue.
OK, bah, je pense qu'on va pouvoir conclure parce que je pense que le flux de questions, il s'est beaucoup calmé là. Du coup, je sais pas si tu as quelque chose sur lequel, un aspect sur lequel tu aimerais conclure ou si juste on part sur le truc standard? Bah, écoute, va pour le truc standard, j'ai Vas-y, rien va de pour le truc particulier à standard. dire. OK, ben, écoutez, merci à tous d'être venus. En tout cas, c'était très, très, très cool. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, à ceux qui ont posé des questions et surtout merci à Sam pour ce talk qui était très, très clair. Surtout après avec les questions, les exemples et tout, bah, je pense que j'ai à peu près capté ce que c'est All. J'avoue que je vais aller check sur GitHub, le package. Peut-être que je m'amuserai avec, peut-être pas. On verra. Ah, bah, du coup, si vous Mais voulez chipoter juste un peu pour voir comment ça marche, on a un playground, si vous voulez, je peux le foutre dans le chat. est-ce que ouais, je veux Heu, bien que tu envoies l'URL, ouais, ce serait cool. playground. Je le mettrai dans la description de la vidéo aussi. Ops, où est-ce que c'est? Discord. Avec, une série d'exemples de composants. Le CSS est à chier, mais il y a la to do list méga classique, OK. qui a été implémentée en All et que dont vous voyez l'éditeur. L'éditeur est à chier, c'est Ace Editor. J'aimerais bien utiliser Monaco qui est, en gros le VS Code, mais, c'est du travail et il y a pas beaucoup de valeur ajoutée, donc je l'ai pas encore fait. Ouais, OK, je comprends. Je comprends, je comprends. OK, ben, merci à tous. Je pense qu'on va conclure. Et je redonne ce talk en direct le 11 novembre, je crois, aux Odoo Experience. Et il y aura d'autres talks sur ce sujet-là. Le truc est 100% gratuit, donc si vous voulez venir m'écouter parler de ça ou d'autres trucs, je vais faire aussi un talk sur les performances JS. N'hésitez pas à me ping et je vous donnerai les Ouais, infos. est-ce que tu peux nous envoyer les liens peut-être de tes autres talks? Parce que je trouve ça intéressant. Ah, ouf, Ouais, si tu c'est les as pas dans maintenant, c'est pas grave, mais au pire, on les mettra sous la VOD ou mais quoi que ça c'est avant marche. la VOD, non? C'est ça? Non, C'est ça le La problème? VOD, elle a quand même des chances de sortir avant, vous inquiétez pas. Ouais, elle a des Je vous chances envoie le sociales, lien OK. si jamais. Donc c'est OK, sur parfait. experience.odoo.com. Il y a dans Talk, il y a agenda. Et si vous cherchez Samuel de Gueldre, vous trouverez les talks que moi je donne avec toutes les infos. Et les trucs seront retransmis en direct si on n'a pas de problème technique. Et puis si Très vous bien. êtes sur Bruxelles à ce moment-là, c'est l'entrée est gratuite. Il faut juste vous passer à l'accueil et ils vous donneront. Enfin, faut vous inscrire, mais c'est gratuit et on vous donnera un badge. Mais si vous le faites, envoyez moi un message sur Discord, vous serez sûrement plus marrant pour discuter que les autres participants de la conférence. OK, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Du coup, nous, on va y aller. Merci à ceux qui ont suivi. On se retrouve le mois prochain pour un prochain talk. Alors, le prochain talk, ce sera on a le choix encore, on est toujours sur un branchement là. Ce sera soit Romain Lanz pour Adonis 6, soit SCTTPR, Ah, t'es chaud. sur du C++. Ah, je suis chaud là, Ah, son pas du pseudo est C++. galère, mais C'est c'est introduction à la ah bon? cybersécurité Ah oui, et il nous fera aussi des petits j'ai eu 0. CTF en live, du coup. OK, trop bien. Bah, trop, trop bien, voilà. Donc ce sera soit un talk cybersécu, soit Adonis 6. Dans tous les cas, les 2 c'est des bangers. Voilà, merci à tous, merci Sam et on va vous laisser.